Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information continue du Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui reçoit ce jour un artiste musicien burkinabé très connu. Il a 53 ans aujourd'hui. Bilgo Akarama Koura est avec nous. Il est l'une des voix burkinabé qui se vend le mieux au niveau international. Bilaka Koura, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment va Bilgo Akaramaka Koura aujourd'hui? Je vais très bien. Je vous dis d'abord merci à l'équipe de Burkina Info pour l'invitation. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture burkinabé, surtout pour la musique. Bilaka Koura, un artiste burkinabé né en 1971 dans la ville de Pau. Bilaka Koura a 53 ans aujourd'hui. Est-ce que l'âge de la sagesse, l'âge de la remise de la cause? Oui, je dirais on est obligé. Parce qu'on ne peut plus faire les mêmes, pas forcément les mêmes choses qu'on faisait avant, il y a 20 ans, il y a 30 ans, oui. Donc, plus ou moins. Plus ou moins? Oui. Et c'est quoi le quotidien de Bilaka Koura à 53 ans aujourd'hui? Je me lève le matin, je regarde beaucoup les infos. Ensuite, un petit travail vocal, jouer un peu à la guitare. Et puis, les rendez-vous. Et la famille, appeler prendre des nouvelles parce que j'ai une famille dispersée. Voilà, c'est ça. Bilaka Koura, vous êtes un artiste musicien très connu au Burkina. Votre carrière, on pourrait dire plus de 25 ans. Alors, vous et la musique, ça a commencé depuis l'âge de 8 ans dans la ville de Pau. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à aimer la musique à cet âge-là déjà? Disons, quand on était tout petit, la grande famille, la matriarche de la maison vivait à l'intérieur de l'église, presque dans la cour de l'église, et il y avait le Sénèque juste à côté. Donc on voyait les militaires répéter, Thomas Sankara jouait à la guitare, et moi on allait prendre des cailloux, s'arrêter au niveau de la fenêtre pour les regarder jouer. Et pour moi, la musique moderne c'était pour des personnes adultes, pas pour les enfants. Et donc c'est plus tard quand je vis en 84-85, les missiles et les petits chanteurs au point de lever venir jouer à Pau, je me suis dit bon, s'ils sont aussi jeunes et qu'ils font la musique, pourquoi pas moi? Est-ce qu'en allant voir les gens jouer, la famille commençait à vous dire fais attention, il faut aller à l'école comme tes autres camarades au lieu de t'intéresser à la musique? Dans le temps, il n'y avait pas ce souci-là parce que je ne pratiquais pas. J'allais voir les militaires jouer et puis quand les petits chanteurs au point levé sont arrivés au niveau de Pau, je suis allé voir les missiles bandes et ils m'ont dit de venir répéter, de venir les voir jouer. Et puis ils m'ont donné une chanson, une cassette. Et puis avec une chanson de UB40, Ray Ray One, de la répéter. Et quand je ferai la chanter, de venir jouer avec eux. Donc j'allais tout le temps les voir répéter. Je travaillais la chanson, ça a duré une année. Et puis un jour, il y a Fada Ben qui m'a mis une guitare dans les mains d'apprendre à jouer. Donc à ce moment, il n'y avait pas de défi, on me laissait jouer. À cet âge-là, déjà une guitare? Oui. Qu'est-ce qui a donné lieu à cette confiance-là? Parce qu'on s'est dit, à très jeune, un jeune enfant à qui on offre une guitare, c'est pas donné. Oh, ça fait dire, Fada Ben, il m'a vu venir. Et une fois, j'avais pu, c'était la chanson Ray Ray One de UB40. Et est-ce la reprise de cette chanson-là qui avait inspiré cette confiance-là? Parce que je suis arrivé au bout de 2 mois à la chanter, parce que j'ai pris mon Walkman, je suis allé voir le réparateur du marché, il a réduit la vitesse, et puis j'ai pu chanter la chanson, mais les missiles bandes ne la jouaient même pas. Donc Falaben m'a dit, ok, comme il aime la musique, prends la guitare et puis tu vas apprendre à jouer. Et lui-même, il n'était pas guitariste, il était pianiste. Donc, dès que moi j'avais un temps libre, je finissais l'école à midi, je traçais sur lui, à la reprise, je repartais. Et le soir, je traçais celui jusqu'à ce qu'il me chasse pour que je parte à la maison. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Ah. Mais en ce moment, la famille disait quoi? La famille avait les traces de l'enfant qui disparaissait, qui réapparaissait. Ils n'étaient pas au courant au début. Ils ne me voyaient pas. Donc, c'est plus tard, quand je suis arrivé à Ouaga, qu'ils ont appris que je faisais la musique. Et là, ils n'étaient pas contents. Voilà. Est-ce que vous avez fait partie des petits chanteurs au point levé de la Révolution? Non, pas du tout. Vous avez tenté d'intégrer le groupe? Non, même pas. Parce que j'étais à Ouaga, moi j'étais à Pau dans le temps. Et quand je suis arrivé à Ouaga, j'étais déjà pour faire la terminale au Zenda. J'ai intégré l'orchestre du Zenda, mais difficilement aussi.
parce que je ne faisais pas de reprise. Et comment c'était déjà pour intégrer l'orchestre du Zenda? Parce que... Le Zenda, il faut le dire, c'est le plus grand lycée du Burkina Faso, oui. avec des milliers d'élèves. Oui. Est-ce qu'il y avait une présélection déjà avant d'intégrer l'orchestre? Comment ça se faisait d'abord, le choix des élèves pour faire partie de cet orchestre-là? Disons que j'ai été favorisé par un cousin qui s'appelle Moussa, puisque l'orchestre du Zenda répétait. Ils n'avaient pas de matériel, donc ils répétaient chez le groupe Oxygène. Oxygène, qui était un groupe qui avait eu beaucoup de succès et qui répétait au niveau de l'État indépendant. Ils avaient une salle de répétition extraordinaire avec toute la technologie dans le temps. Et il m'a amené là-bas avec voilà, le groupe du Zenda. Et ça n'a pas donné quelque chose. Parce que je me suis un peu... Au début, on m'a dit de chanter. Qu'est-ce que tu chantes? J'ai dit, bon, moi j'improvise. Je chante en kassira, ils ne comprennent rien. Et donc ça n'a pas donné de résultats. Voilà. Au niveau de l'orchestre du Zenda, vous avez fait combien de temps? Disons qu'on a fait 2-3 prestations, mais approximatifs. C'était pas du tout ça au début. C'était pas rémunéré en son temps. Hein? Non, et puis musicalement, c'était un peu difficile, je dirais. Voilà. Et à partir de l'Abil Akakura, finalement en terminale, entre l'école et puis les répétitions, est-ce qu'on arrivait à faire la jonction? Oh, bah, moi, je venais d'arriver à Ouaga. Donc, j'étais plus focus sur les études que la musique. Ça veut dire que le passage à l'orchestre, ça n'a pas duré plus d'1 mois. Hein. Voilà. Et la suite, maintenant, au niveau des études, ça donne quoi? Au niveau de l'université, c'est au niveau de l'orchestre de l'université de Ouagadougou que j'ai commencé le BIS, l'orchestre BIS, je dirais, puisque on était un groupe de jeunes étudiants, on a pris le matériel qui était un peu, qui n'était pas en état. On l'a réparé, on a cotisé, on a réparé le matériel et on a commencé à répéter. Ils ont commencé à répéter sans moi au début. Voilà. Et un jour, j'arrive dans la salle de répétition, ils m'ont remarqué, je venais tout le temps. Je me mettais de côté, je les regardais jouer. J'étais un peu timide dans le temps. Donc un jour, ils jouaient une chanson et puis les chanteurs titulaires n'arrivaient pas à chanter. Moi, je levais la main pour dire, est-ce que je peux improviser? Ils m'ont laissé improviser. Et depuis ce jour, ils m'ont intégré dans le groupe de reggae de l'université. Ça veut dire que dans l'orchestre, il y avait 3 groupes différents. Il y avait un groupe qui faisait du reggae, un groupe qui faisait du jazz, et puis un autre groupe qui faisait de la musique d'ambiance, comme le groupe des bass bills qui s'appelait le groupe Les Tout Propres dans le temps. Voilà. Et vous étiez avec qui et qui en son temps pour le reggae? Pour le reggae, j'étais avec Alpha Touré, j'étais avec Debbie Djedoro, j'étais avec Drabo Bass, qui était le bassiste, et puis bien d'autres. Voilà. Vous n'avez pas travaillé avec ZS ou Amity? Non, parce que ils sont partis de l'orchestre de l'université de Ouagadougou. Non, mais ils étaient déjà partis. Ils étaient déjà partis. Et c'est pour ça que je dis que c'est l'orchestre de l'université BIS. Parce que avec l'orchestre BIS, on n'a pas fait d'album, mais on a animé au niveau du campus. Et on faisait quelques concerts par-ci et par-là. Est-ce que ça a perturbé les études à un moment donné, ou bien le programme était tellement organisé qu'on pouvait donner des prestations et puis aller à l'université sans problème? On est tombé à une époque où il y avait beaucoup de grèves, l'histoire de Dabo Boukari. Oui, dans les années 90. Voilà, oui. donc c'était à une époque où on avait largement le temps d'aller répéter, et puis voilà. Ça veut dire que l'école même passait presque en deuxième position. Voilà. Oui. Mais donc, de 90 à 98, 8 années durant, Bill Akakura s'est débrouillé comment pour en arriver à son premier album? Wow, ok. Après l'université, déjà à partir de l'université, on a commencé à se dire qu'il faut qu'on puisse animer, jouer dans des endroits. Donc il y avait dans un petit endroit, un petit bar à côté de l'université. On a pris les amplis, on a branché là-bas et on jouait 2 fois par semaine. On commençait à animer, à jouer juste pour les potes. Et ensuite, il y a eu, on a commencé à jouer au Memphis Jazz, où on a intégré les professionnels. Moi, on faisait des trucs amateurs entre nous. Et puis en temps, on a appliqué les jeunes concours avec les bébés jouer dans un endroit qui s'appelait le Memphis Jazz. Donc on est allé là-bas avec mon bassiste, mon guitariste dans le temps de l'université, on jouait ensemble, on est allé là-bas. Et de temps en temps, ils me laissaient jouer, nous laissaient. Quand ils faisaient la pause, ils disaient, OK, il y a les jeunes là, ils peuvent jouer. En ce moment, c'est quoi on vous laissait jouer, le reggae ou bien le jazz?
Oh, à ce moment, je sais plutôt jouer des blues, je faisais des impro blues, des chansons en blues, mais c'était mes propres délires en blues. Donc, ils nous laissaient jouer pendant la pause. En même temps, ils ont remarqué que les clients adoraient ce qu'on faisait au niveau de la pause. Donc, le groupe titulaire m'a pris, ils m'ont intégré dans leur groupe que je joue. Donc, ils ne voulaient plus que les autres jouent. Quand on arrivait, les autres m'accompagnent, ils se lèvent, ils viennent, ils prennent les instruments et puis ils m'accompagnent. Et c'est comme ça que j'ai commencé, un peu, petit à petit. Avec les jeunes concours. Oui, qui m'avait intégré, il m'a fait la passe. C'est lui qui m'a encouragé à jouer. C'était derrière en train de donner des conseils, jeune homme, il faut faire ci, il faut faire ça, ou bien c'était libre? Non, c'était libre, oui. Parce qu'il appréciait déjà ce que je faisais. Donc quand j'arrivais, il me dit non, laissez le petit jouer. Et c'est comme ça, à chaque fois, quand j'arrive, il me laisse jouer. Après ce passage, il y a eu Solo, qui venait du groupe de l'Oxygène, et qui jouait des chansons, des reprises dans les maquis, Louis Armstrong, qui faisait du Cabrel, qui était adoré au niveau des endroits où ça jouait, au Pili Pili. Il a installé une petite sono, et que lui, il m'a mené jouer. Il a même me fait jouer parce que moi, j'improvisais tout le temps. J'improvisais comme je ne faisais pas de reprise. Il suffisait de jouer deux accords mineurs en blues, moi je partais dessus. J'inventais tout ce que je pouvais dire, ma home blue jean, les choses que je chantais. Et donc, il habillait comme ça ces soirées avec moi. Et moi, j'adorais le micro tout le temps. Et puis, je regardais même pas ce qu'on gagnait après. Et je l'aidais à ramasser le matériel, à ranger. Mais ça a commencé à payer tout de même dès les premiers moments. Ou bien on disait, le jeune homme, là, on lui donne juste une tribune. Il n'y a pas de rémunération derrière, quand même le déplacement est autre. Non, c'était juste l'apprentissage. Bon, disons que dès le Memphis Jazz, quand je finissais, déjà au niveau à ce moment même, les clients te donnaient à boire, voilà. Mais quand tu veux pas boire, tu prends ton argent après. Et c'était pas petit dans le temps. C'était pas petit. Donc, on gagnait de l'argent, mais c'était plutôt dans l'idée d'apprendre. Parce que de rencontrer les jeunes concours qu'on voyait à la télé, qu'on voyait à l'orchestre de l'université, c'était déjà énorme pour moi. Donc, à leur côté solo, j'allais tout le temps au Pili Pili jouer au début, c'était jouer 2 morceaux. Moi, je pouvais me lever, aller m'asseoir toute la soirée. C'est après, on me les jouer que 2 titres. Et plus tard, j'ai pu chanter pendant des heures. Après, on était solo. À un moment donné, il commençait pas fatigué, mais il devenait star. Donc, il tournait, nous laissait avec Ablo et Sylvain. Donc, il arrivait quand on arrive au Pili Pili et qu'on installe le matériel, on se trouvait tous les 3. On jouait pendant 4 heures. Wow. Et c'était en mode improvisation. Improvisation. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans les orchestres? On reprend les chansons des autres, mais vous avez refusé Non, parce que moi, je ne faisais pas de reprises. Oui. Et dans le temps, Père Lamdablo, il aimait beaucoup inventer des choses. Sylvain, pareil. Et donc, ils arrivent, ils installent un groove, comme ils aimaient appeler. Ils disaient dans le temps, moi, je partais en cassonant. Ça pouvait durer des heures et des heures. Et c'est dans ces improvisations, la plupart de mes chansons sont sorties. Fatio, pas mal de chansons comme ça qui sont sorties de là. Oui, mais le premier album est sorti en 1998, hein, c'est cela. Oui. Avant le premier album, comment c'était déjà la famille? Est-ce que vous avez approché votre famille pour leur dire « je vais sortir un album » Est-ce qu'elles étaient consentantes? Non, déjà, la vision de la carrière, on ne parlait pas d'album. Parce que moi, je chantais, j'avais envie de faire de la musique, j'avais envie de jouer. Et déjà, on jouait dans les maquis. Et ça n'a pas plu aux vieux. Ah, ok. Oui, ça n'a pas plu aux vieux. Donc, il était à Pau en ce moment. Il était à Pau en ce moment. Est-ce qu'on allait lui dire que votre fils se promène de maquis à maquis? Dans les bars, oui. Ah, dans les bars? Oui, on dit votre fils. J'étais brillant à l'école. Donc, il voyait, c'est quand mes promotionnels ont commencé à travailler, d'autres qui étaient devenus enseignants, qui étaient devenus médecins. Et je me suis dit, non, ça ne va pas. Donc, il est venu à Ouaga, il m'a cherché, il m'a pris, il m'a ramené à Pau. Il faisait la couture. Donc, il m'a mis à l'atelier. Quand j'étais tout petit, moi, je quittais l'école aussi. J'allais, certes, prendre ma guitare, jouer, mais j'allais à l'atelier du vieux. Apprendre à coudre, à faire le faux filage et tout ça. Et j'allais apporter la nourriture aux gens, les gens qui travaillaient dans les champs du vieux. Donc, il m'a dit, mais si tu ne veux rien faire, bon, tu ne veux pas travailler, viens à l'atelier. Donc, je suis resté à l'atelier 1 mois.
Un mois. Elle m'a demandé, après moi, elle me demande si ça va. Je dis non, ça ne va pas. Elle m'a dit pourquoi? Je dis non. Même l'école. Partir à Ouagadougou faire la musique. Voilà, parce que j'ai dit même à l'école, le vieux ne m'a pas, lui, il ne savait pas lire ni écrire. On n'avait personne. Mais si j'étais brillant à l'école, donc laisse-moi tenter. Laisse-moi tenter, fais-moi confiance. Et puis après, laisse-moi partir. Si ça ne va pas, après, tu pourras me ramener. Je pourrai toujours revenir. Et c'est comme ça qu'il m'a laissé repartir. Et c'est lui-même qui a donné le transport pour repartir sur Ouaga. Oui. Et la maman, en ce moment, elle disait quoi? Elle aimait tout ce que moi je faisais. Ah, il n'y avait pas de contradiction au niveau non. Oui. La maman, elle aimait tout ce que je faisais. Oui. Elle a gardé mes premiers tam-tam de percus, mes premières récompenses en musique. Voilà, elle a tout gardé. Et le papa dit, je te bénis, il faut repartir à Ouagadougou. Elle n'a pas dit qu'il me bénissait. Il m'a dit seulement, bon, je vais te laisser faire, je te fais confiance. Mais il n'était pas totalement convaincu. C'est à partir de 97, quand j'ai gagné les grands prix, et qu'il m'a vu à la télé avec le ministre de la Culture, Mamoudou Ouedraogo me remettre le prix, le premier prix, et c'est sorti dans les journaux. Ses amis sont arrivés à la maison lui montrer les journaux, les extraits. À partir de ce moment, oui, il a dit tu peux faire la musique. Et le premier album, maintenant, revenons sur les péripéties de cette sortie-là. Est-ce qu'au début, pour un jeune débutant, il y avait un certain engouement pour vous soutenir au niveau de la maison de production, les mécènes entre autres? Est-ce que c'était très, très difficile? Oh, je dirais le processus c'est 97, j'ai gagné le premier prix. Et ce qui était bien dans le temps avec le premier prix, tu commençais à avoir des dates. Toutes les dates liées au ministère de la Culture. Les prix Galliens. D'ailleurs, c'était ma première vraie scène live et qui a permis même au public de me connaître avant que je ne sorte un album. Donc, après 97, on m'a programmé à ces prix-là, on m'a programmé à la Semaine nationale de la culture, on m'a programmé sur d'autres scènes. Donc, l'argent que je gagnais là-bas, je mettais une partie de côté pour ma production, mais les grands prix nationaux, c'était millions dans le temps. C'est quand même beaucoup d'argent, hein, oui, cette période-là. C'est millions dans le temps. Donc, du coup, je donnais la moitié, payer les musiciens, l'autre moitié, j'ai mis de côté. Ensuite, j'ai fait une demande au SCAC dans le temps, qui était la coopération française, dans le temps, qui m'a donné un peu d'argent, et j'ai commencé à enregistrer. Mais avant même d'aller au Grand Prix, j'ai joué beaucoup à l'Institut français dans le temps, avec un directeur qui s'appelait Jean-Pierre Klein, qui m'a remarqué, qui m'a dit « Oui, Bill, tu es doué, mais il faut que tu joues plus souvent. » Donc, on avait un trio, Hassan Dambélé, et Draman Dambélé et moi. Donc, deux guitares, un djembé. Et ça qu'on jouait, on jouait 2 fois par semaine, au niveau de la cafette. Et c'était chaque fois rémunéré au niveau de l'Institut français? Pas vraiment, mais c'était rémunéré dans autre chose, parce qu'il avait un projet, on avait un projet. Oui. On avait un projet, il m'a dit, si c'est bon, je te mettrai sur une grosse scène. Donc, pendant qu'on jouait là-bas, sur un FESPACO, il y a un ingénieur de son, d'ailleurs, qui avait produit Wango Roger, pas produit, mais qui était dans le groupe de Wango Roger, un connaissant de Wango Roger, et qui venait pour faire le son, et qui m'a vu jouer, et il m'a dit, quand tu vas faire un album, moi je te paie les billets d'avion, tu viens faire le mixage chez moi. Parce qu'il a aimé ce qu'on faisait. Donc, 97, je gagne le premier prix, et en ce moment, j'étais en train de travailler mes pré-maquettes chez Saint-Dame. Les pré-maquettes que j'ai commencé depuis 92, à travailler chez Saint-Dame. Donc, du coup, je continue à faire les pré-maquettes chez Saint-Dame et on est parti chez Désir les Sympathiques, vider la musique et refaire avec maintenant des instrumentistes. Donc, dans le temps, Ablo est venu dessus. Il y a Alain Niamé, c'était des musiciens camerounais qui vivaient ici. Et on a enregistré tout l'album ici. Quand il m'a dit on peut mixer, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Moi, je suis parti. La première expérience, déjà, quand même, c'était pas donné. Oui. Mais c'était la première fois que moi, j'allais en Europe. Voilà. Donc, c'est décembre. On est parti, et c'était à Caen. C'est dans le nord de la France, il fait froid. Donc, je suis arrivé là-bas, et on a pu faire le travail de mastering. Et c'est le guitariste de Wango Roger que j'ai retrouvé au studio. Mais je ne savais pas.
C'est lui qui a dit à Wango Roger, un Burkinabé qui est venu chez moi pour mixer son album. Et Wango Roger est venu assister au mixage, au mixage de l'album. Il m'a amené chez lui, manger, présenté à ses potes. Donc j'ai fini de mixer l'album, masterisé là-bas. Et je reviens au Burkina avec mon master. J'arrive. La suite, c'est de sortir, de faire les cassettes. Oui. Et il n'y a pas on ne duplique pas les cassettes au Burkina. Et ça, vous vous êtes dit, mais comment je vais faire pour la suite maintenant? Voilà, on ne duplique pas les cassettes au Burkina. Il fallait soit aller au Togo, soit en Côte d'Ivoire pour dupliquer, passer par la fraude, rentrer avec. C'est ce qu'on vous a dit, il fallait passer par la fraude. Parce que c'est ce que les gens y faisaient. C'est ce que les gens y faisaient dans le temps. Voilà. Donc du coup, je me suis dit non, je vais attendre. Parce que j'ai eu vent qu'il y a Cédonie qui allait ouvrir une usine de duplication de cassettes avec l'appui du ministère. Donc j'ai attendu. J'ai attendu un an avec le master. Donc je continue à faire mes prestations tranquilles. Et un an plus tard, il y a eu l'usine de Cédonie. J'étais la première cassette dupliquée à Cédonie. Oui. Voilà. Et c'est l'album Douatou qui est sorti. Oui. On parle de 15 000 albums vendus. À peu près, oui à peu près, mais c'était 25 000 plutôt. 25 000 albums cassettes, vendus. Oui, vendus dans le temps. C'était beaucoup d'argent. La cassette faisait quoi, 500 ou 1000 francs son temps? La cassette faisait déjà 1000 francs, je crois. 1000 francs. Mais nous, on gagnait quoi? Au début, moi, je gagnais peut-être 125 francs sur chaque cassette, oui. Mais c'était sur une année, ou sur une année et demie, voilà. Donc, du coup, c'était bien. C'était bien. L'album Douatou est sorti en 1998. C'est le premier album. Hein. Oui. Déjà, au niveau de l'opinion, la question c'était pourquoi avoir choisi de chanter dans une langue qui n'est parlée que par tout au plus 1% de la population burkinabé. Est-ce que vous vous êtes dit, on vous a dissuadé du moins de ne pas aller vers cette langue-là pour la musique? Disons qu'au début, ça commençait comme un amusement. Oui. Quand on était au niveau des maquis, chanter en français, quand tu improvises, on peut vite t'attraper. Mais je chantais en cassena, donc je pouvais raconter entre guillemets n'importe quoi. Les gens qui étaient devant moi ne pouvaient pas comprendre. Donc, je mélangeais l'anglais et le cassena. Donc, ça m'a donné une petite aisance au niveau de la tournure, parce que il faut savoir, nos langues, c'est des langues tonales. C'est des notes. Parce que si tu dis un mot avec un ton au-dessus, ça change de sens. Donc, du coup, savoir jongler avec ces notes-là, j'ai appris à jongler en jouant dans les maquis. Donc, j'ai jonglé avec ça. Et puis, ensuite, les Grands Prix en 97 m'ont beaucoup amené à travailler parce que je voulais être différent des autres. C'est un concours. Donc, c'est à partir de ce moment que je suis allé voir même les percussionnistes. Les percussionnistes, Djongo, qui jouaient les percus de chez nous, les bendrés. Et je les ai intégrés dans mon groupe pour être différent de ce que les autres y faisaient. Donc, je tournais la langue, mais au début, les gens de Pau, ils n'aimaient pas du tout. Les gens de Pau? Ah ouais. Alors qu'on se disait que c'est votre public par excellence. Non. Douatou, au début, je dis, mais qu'est-ce que le gars, les chante, on ne comprend pas. Au début, ce n'est pas le vrai cassena que vous avez utilisé pour Douatou? Ah si, c'est le vrai cassena, mais la façon de le chanter, il fallait tendre beaucoup l'oreille pour comprendre. Et sans faire exprès, moi, je rejoignais les chansonniers de chez nous, parce que quand ils chantaient, nous aussi, on ne comprenait pas, sauf quelques initiés, on ne comprenait pas. Ça veut dire que le cassena, c'est comme en Morée aussi. Il y a les griots, quand ils chantent, des fois, ils envoient des mots, des expressions que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Voilà. Donc, du coup, ça m'a amené à ce que les gens tendent l'oreille. Donc, du coup, au début, je se dis non. Après, ils écoutent fois, ils attrapent, ils saisissent une phrase. Je dis, ah bon, c'est sérieux. Donc, dans le temps, ils peuvent écouter la chanson 10 fois, 20 fois, 30 fois, ils découvrent. L'album Douatou, c'est pas le titre Douatou justement qui vous a permis d'être suffisamment connu. Alors comment vous expliquez cela? C'est des fois quand on fait un album avec ses tripes, comme on aime à le dire, chaque chanson a une entité. Donc des fois par nous-mêmes, nos propres choix, on met un titre de l'album selon la vision, selon la globalité de tous les thèmes. Mais l'équipe de production peut avoir son mot à dire. Non, souvent, quand ils écoutent tout, ils peuvent dire tel ou tel titre peut mieux prendre au niveau de l'opinion. Ça, c'est... bon, mon équipe de production était assez réduite, parce que j'étais autoproducteur dans le temps. Donc, c'est moi qui décidais, peut-être avec mon manager dans le temps, qui était la plupart du temps mes épouses, mais doit tout refléter l'esprit de tout l'album. Voilà.
C'est-à-dire que les thèmes qu'on traite, on parle de pluie, on parle des ancêtres, on parle d'adorer les ancêtres. Ensuite, il y a nous qui à l'intérieur, il y a Saknou Dandan, c'est des chansons d'incantation des fois qu'on chantait. Donc tous les thèmes, on choisit un titre qui peut englober tous les autres titres de l'album, et musicalement et au niveau des textes. En nous, et puis c'est le titre qui a été le plus aimé par les Burkinabés. Oui. Est-ce que ça vous a surpris? Oui, je dirais, ça m'a surpris. Parce qu'au départ, quand on sortait l'album, moi, mon public proche, c'était mes potes de quartier, c'était quelques personnes, des mélomanes de Ouaga qui aimaient fréquenter des endroits où il y avait du live. Après, tu vois que c'est tout le Burkina. Et surtout quand on commence à voir le respect dans le regard de mes parents et de mes proches, je dis, ouais, ok. L'album Douatou a eu un prix Koundé déjà, parce qu'on s'est dit, premier album, premier succès. Est-ce que vous vous êtes dit déjà, c'est parti pour une belle carrière? Les gens ont commencé à vous dire de faire dans l'humilité pour avoir le succès escompté. Parce que moi, j'étais beaucoup entouré par des gens du milieu. Dès l'université, dès le Zenda, il y avait Big Ben, il y avait Papi Zongo. Tous les promotionnaires, on était au campus ensemble. Donc, c'était les professionnels déjà aussi, ils évoluaient, les mascottes aussi, ils évoluaient dans leur domaine. Donc, du coup, on était ensemble, on échangeait des idées, on évoluait ensemble. D'ailleurs, Papi, ça a été mon premier manager dans le temps. Donc, avec les gens du milieu, ça allait. Mes choix, il y a des fois où ils n'étaient pas d'accord avec certains de mes choix, mais qu'ils ont respecté après. Ce qui concerne les lives, le choix de ne pas jouer en playback. Mais quand j'ai sorti les 98-99, ma première tournée en Belgique, on a fait 1 mois et demi de tournée. Donc, du coup, ça arrive et la scène t'emmène à l'humilité. Parce que quand on commence au début, ce n'est pas toutes les scènes où tu réussis. Il y a des endroits où tu vas jouer et où les gens te regardent. On aurait pu se dire, Bilaka Kora, la Starmania va lui monter tout de suite à la tête et puis finalement il va se dire, je suis devenu une superstar au Burkina, donc du coup, moi je me fais respecter par tout le monde partout. Non, parce que c'est ça aussi l'essentiel, la philosophie d'un artiste. Sur scène, Bilaka Kora. Parce que pour faire de la musique, il faut rester... Quand on est sur scène, dans le live, il faut garder l'âme d'un enfant, quelqu'un qui s'amuse, qui joue, même si c'est du travail, c'est répété. Mais une fois arrivé sur scène, il faut vivre ces chansons, rentrer dans l'imaginaire de ces chansons. Quand on est sur un thème, c'est s'imaginer là où la chanson, ce que la chanson amène, la chanson t'amène. Quand tu parles de faiseur de pluie, il faut y être pour que quelqu'un te comprenne. Quand il ne comprend pas la langue, mais qu'il comprenne en termes d'émotions. Donc ces émotions, rester avoir cette âme d'enfant. Une fois qu'on a fini sur scène, on redevient Bilgo à Karamata Kora. À partir de ce moment, tu as des aînés, tu as des grands frères, tu as tes amis, que certes, ils vont te voir comme Bilaka Kara, mais tu es toujours Bilgo à Karamata Kora pour eux. Et une fois que tu ne perds pas ce lien, on ne parle pas de grosses têtes. Est-ce que c'est ce qui fait le problème des jeunes artistes au Burkina? Rapidement se prendre la tête et puis finalement arrêter de travailler? Moi, je crois que peut-être que ça fait partie de leur époque, mais je dirais que c'est l'encadrement et l'entourage. Il faut faire attention. C'est dans chaque domaine. Il faut être bien entouré. Il faut avoir une vision claire de ce qu'on a envie de faire. Même si c'est pas clair, mais il faut avoir des visions. Il faut savoir se donner des objectifs. Et puis, surtout, cultiver la passion. Parce que la passion amène à travailler. Parce que quand on est passionné, on veut bien faire. Chaque chanson représente, c'est comme une nouvelle. Il faut que ça soit bien dessiné, bien parfait. Parce que chaque chanson a une âme. Donc, quand on sait que si tu joues mal les guitares sur la chanson, si les chœurs sont mal faits, la chanson n'aura pas sa portée. Il faut les travailler jusqu'à ce que ça soit parfait. Si c'est mal enregistré, il faut reprendre. Si on enregistre et puis on a le rythme, il faut reprendre. Donc ça t'amène à cultiver ce qu'on appelle l'humilité. Douatou, le faiseur de pluie. Après, on a eu en 2001 Amboulou, mais surtout Dibayagi en 2004. Alors, Dibayagi était devenu pratiquement le refrain national au Burkina Faso. 20 ans après, la chanson Dibayagi continue d'être acceptée des Burkinabés. Ça vous a donné encore un autre Koundé, c'est celui-là, c'était le Koundé d'or 2005. Alors, Dibayagi, le succès a été fulgurant.
Est-ce que déjà Dibayagi, ça a été le meilleur pour vous dans toute votre carrière? Le meilleur album de votre carrière? Non, je crois pas. Pourtant, Dibayagi, jusqu'à demain, les Burkinabés continuent de chanter Dibayagi. Oui, il y a des chansons, dans la carrière d'un artiste, il y a des chansons comme ça, mais la chanson qui m'a révélé, qui m'a fait le plus peur, en termes d'émotion, c'est Doit tout. Parce que première télé, première équipe au village, avec mes sœurs, aller sur les cases Cassena, les faire éclairer, filmer avec des grands réalisateurs, partir avec une machinerie dans le premier album. Et ça, en termes d'émotion, c'est énorme. Mais Dibayagi, oui, c'est vrai. Et puis, Dibayagi, ce qui a justifié, je dirais peut-être, c'est juste ma pensée, parce que c'est sorti avec le film Sophia. Oui. Ça coïncidait avec la bande-son, parce que c'était avec la bande-son du film Sophia. Et je crois que ça a aidé à plus de visibilité sur Dibayagi. Est-ce que le clip aussi Dibayagi, qui a été tourné dans un environnement, on voit avec des guerriers et oui. autres, ça n'a pas contribué aussi à valoriser davantage la culture et faire aimer surtout cette chanson au niveau des Burkinabés? Oui, parce que pour ce clip, je me rappelle, on est parti à Bobo pour tourner le clip. Le premier jour, on a bouclé un budget. Le budget, quand on se disait, oui, bon, on va revenir même à Ouaga avec de l'argent. C'était un budget de combien déjà? On était parti avec 5 millions. 5 millions. De francs CFA, juste pour prendre soin des équipes, tous les tournages. Et le deuxième jour, quand ça arrive avec la mallette, on dit, bon, on n'a plus d'argent. Ouais. Pour le clip Dibayagi? Oui. Donc, en 2 jours, vous avez épuisé 5 millions. Oui. Ça n'a rien donné. Donc, l'argent était fini déjà. Oui. Et puis, mais c'est vrai, j'aime pas beaucoup parler d'argent, mais c'est bon de mettre ça. C'est la notion du rêve. Dans le temps, qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 millions? Mais on a préféré mettre ça dans un prix. Quand je dis cela, c'est sans compter que la RTB, qui était partenaire, pardon de parler. Mais il n'y a pas de problème, voilà. C'est important. Parce que le réalisateur, Raymond Tiendré, est venu avec toute son équipe, on est parti avec la machinerie, les rails, avec du travelling, avec des éclairagistes, avec les costumières, avec les maquilleuses et tout ça. Et je vais dire, tout ça, c'est pas compté dans le budget. C'était le rapport, les salaires, les gars, non, on n'était pas dedans. Et donc, c'est la passion. Et que même, pendant le tournage, on rentrait, on était dans le trou, et que pour faire à manger, les femmes arrivaient, mais déposer la nourriture en haut, on devait aller chercher, mais on s'est rendu compte plus tard qu'il y avait la nourriture tout là-haut, mais elle était autour de 16 heures. On a zappé, tout le monde a dit, les danseurs, on était une centaine de personnes. On dit, on ne mange pas. Une centaine de personnes uniquement pour le clip Dibayagi? Ça, c'est sur certains tours sur place. Sinon, le nombre de personnes qui ont intervenu après, il y en a beaucoup plus. Le Koundé d'or 2005 vous a surpris? Oui. Tout ce qui est récompense, ça me surprend. Parce que les récompenses, c'est péjoratif de mon point de vue. Tout dépend du jury, tout dépend de la vision. Oui, mais c'est tout de même le couronnement de quelque chose. Oui, c'est pour ça. C'est bien. On aime m'en recevoir, ça c'est clair. Mais je vais dire, le jugement c'est pas mathématique, c'est pas quelque chose qu'on peut justifier. Oui. Donc ça me surprend, ça surprend toujours. Ouais. Ensuite, apparemment, Bilaka Koura n'est jamais pressé de sortir de nouveaux albums, on a l'impression, parce qu'il y a eu Dibayagi, ensuite il y a eu Yaba en 2009, 5 ans après. Pourquoi une telle pause avant de reprendre encore? Disons que plus j'évolue dans ma carrière, il y a eu beaucoup d'autres. Parce que quand on regarde le chanteur, on voit juste l'artiste, musicien, chanteur. Oui, les gens veulent, j'ai sorti un album cette année, oui. 2 ans après un nouvel album, 3 ans après un autre album, ainsi de suite. Mais Bilaka Koura, visiblement, n'est pas dans cette dynamique-là. Pourquoi? Parce que entre les albums, il y a énormément de choses. Il y a les scènes, ça c'est un. Il y a des projets de scènes qui ne font pas forcément d'albums, les collaborations. Par exemple, on a fait, dès 2001, je fais des collaborations avec un artisan harmoniciste canadien qui a fait l'objet d'un documentaire. Ça nous a pris 6 mois pour faire ce documentaire, la collaboration avec ça s'appelait Connexion Canada-Afrique, où je suis parti 1 mois là-bas,
découvrir l'univers de l'artiste. Lui, il est venu ici, 1 mois ici, filmer. Ensuite, on est retourné ensemble, faire vers la télé, faire un grand événement. Le soir où tous les artistes qui ont participé à ce projet, il y avait Mewe de la Côte d'Ivoire avec une autre artiste canadienne, il y avait le Oumou Sangaré du Mali. Donc, ces projets ne sont pas forcément visibles par mes fans, mais ça fait partie. Et j'ai commencé très tôt à m'intéresser au travail vocal. Moi-même, j'ai suivi des stages depuis 1996. J'ai commencé le travail vocal dès 2001. J'ai commencé à mon tour à enseigner ou à coacher des artistes qui venaient. Donc, toutes ces choses me prenaient beaucoup de temps aussi. Et je fais beaucoup de musique de film dès 2001. Et ça rapporte plus, un peu, souvent plus que les concerts? Pas, plus ou moins, parce que ça demande... Quel est le film qui vous a le plus payé en termes de musique, de musique? Quel est le réalisateur qui vous a donné un cachet le plus important? C'était combien? Je peux pas... Non, il y en a eu beaucoup, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, je ne peux pas donner le montant, mais je me rappelle, je travaillais avec Dani Kouyaté chez Ouaga Saga. Oui, j'étais très bien payé. Et très bien, là, c'était combien son temps? Disons, c'était beaucoup pour le temps. Non, mais beaucoup, vous pouvez le dire, ça dérange pas. Faut pas que je frustre. Non, mais je fais les autres réalisateurs. Non, mais ce n'est pas une question de frustration. Ouais. Ça doit permettre aux gens qui nous regardent de savoir que aller composer pour un film, ça peut rapporter gros à un artiste. Ben, moi, je dirais qu'il y a eu des projets où j'ai travaillé qui n'étaient pas forcément bien payés, mais qui m'ont rapporté beaucoup plus. Mais Dani Kouyaté, lui, vous a payé combien, par exemple? Ben, beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je vois qu'il ne veut pas en parler. Après, donc, il y a en 2009, il y a eu Vessava en 2014. Oui. Et puis, il y a eu Foulou après. Alors, on a l'impression qu'après Dibayagi, Bilaka Koura a eu du mal à s'imposer au niveau de l'opinion parce que vos anciens albums sont plus chantés que les nouveaux. Comment vous expliquez ce contraste-là? Alors que logiquement, vous êtes censé aller de l'avant, mais on a l'impression que ça patine un peu. Je dirais que peut-être c'est la promo au niveau de la promo. Oui. Parce que quand on écoute c'est comme je dis, moi je prends le temps de faire les albums. Par exemple, sur un album comme Vessaba, on a choisi du... Et puis dans la carrière d'Amnadis, on fait des fois quelques erreurs en termes de promo. Et peut-être sur Vessaba, si je dois reconnaître une erreur, c'est le fait d'avoir mis beaucoup d'argent dans le tournage des clips et de n'avoir pas mis assez dans la promo. Je dirais. Donc ça a coûté plus cher que les 5 millions de Dibayagi? Oui, beaucoup plus cher. Mais malheureusement, le retour n'a pas été... On a fait, mais c'était plusieurs clips qu'on a fait. Mais à ce moment, le public changeait aussi. Et c'était plus juste... On avait quelques canons où on pouvait facilement toucher le public. Donc quand on sortait ça, en termes de promo, après on a mis l'argent dans la promo, dans le tournage de la réalisation de l'album, et on n'a pas mis peut-être assez d'argent dans la promotion. Mais bon... Est-ce une erreur? Alors pour quelqu'un qui est comme Bilaka Koura, vous n'êtes pas un débutant, comment vous expliquez une telle erreur? Ça arrive, mais ce qu'on se dit, ça avance, ce que je me dis. Parce que je ne fais pas des œuvres pour consommer sur place, pour que ça passe. Donc, même jusqu'à aujourd'hui, je peux recliper une chanson de Vessaba, les gens la verront comme si je l'avais fait hier. Voilà. Vessaba, Foulou également, on a l'impression que, après Dibayagi, est-ce que vous n'avez pas pris l'option de chanter pour l'international que pour le Burkina? Non, mais... Non, parce qu'ailleurs... L'un n'empêche pas l'autre. Okay. Voilà, parce que, disons que pour passer jusqu'à aujourd'hui, quand on dit à l'international, je ne suis pas encore à l'international comme je voudrais l'être. Donc, il faut se dire que c'est un processus, c'est un long processus. Faire des albums de belles factures, ça veut dire qu'il faut être entouré de bons réalisateurs en termes de musique. Et quand j'ai commencé à le faire, vous l'avez remarqué, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est à partir de Vessaba, où j'ai commencé la collaboration avec Réellement. Réellement, pour vous, c'était un grand morceau? Oui. Ça vous a servi à quoi concrètement? Est-ce que cette collaboration vous a apporté plus dans votre carrière? Énormément. Je dirais que c'est mon père spirituel en matière de musique. J'en ai deux. Fadaben, celui que le musicien ghanéen qui m'a mis la guitare dans les mains quand j'étais au lycée, et Réellement.
Réellement, m'a mené tout dans la spiritualité, ça m'a apporté plus au niveau spirituel avec la musique, en termes d'écoute. En termes d'écoute, il faut pouvoir entendre 10 musiciens, 20 musiciens, en même temps, ils entendent et pouvoir préciser la justesse, la précision de chaque musicien, de pouvoir coordonner, de jouer avec les émotions, avec le public, et soi-même être sur son instrument et être à l'aise. Réellement, m'a beaucoup apporté. Et m'a beaucoup apporté aussi sur la précision. Voilà. Et pour arriver à pouvoir jouer sur des grosses scènes, c'est ça qu'il faut. Il faut mettre plus en avant et il faut travailler plus. Donc ça m'a fait l'ouverture sur des scènes au niveau de Vessaba. Beaucoup plus que ce que je faisais. Dès 99, je suis sorti, j'ai fait mes premières tournées. Ensuite, il y a eu d'autres tournées, énormément de tournées. On a fait en Autriche et tout ça. Mais c'est à partir de Vessaba, la collaboration avec Réellement, que je me suis mis un standing de certains de mes pères. Donc vous reconnaissez clairement que Vessaba, Foulou, ce sont des albums, ce n'était pas forcément destiné au public local. Il y a toujours quelque chose qui pour le public. Mais en fait... Puisque tous ces albums, on a les Bill Akakura, peut-être vous faites dans l'humilité, mais vous êtes l'un des rares artistes qui voyagent le plus aujourd'hui au Burkina Faso. C'est rare de voir Bill jouer au Burkina. Il est tout le temps en Europe, aux États-Unis, ainsi de suite. Est-ce que c'est finalement pas l'option musicale que vous avez décidé? Non, je dirais que, parce que quand vous regardez, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a certains de mes fans qui me disent non, c'est trop sophistiqué, mais c'est pas vrai, parce que... Quand on prend Foulou, quand on écoute Foulou, c'est le Burkinabé qui aime l'ambiance et autres là ne se reconnaît pas. Non, mais Foulou, il y a les tam-tams, il y a les cassanettes qu'on joue, mais j'avoue que quand même, il y a des moments où on aime le son brut. Il faut que ça soit assez brut, que les oreilles s'habituent, mais vous aurez dû tenir compte de ce paramètre. Mais dès Douatou, je le faisais, les gens ils ont adhéré parce qu'on a mis la promo, on a mis du temps. Mais dès Douatou, l'enregistrement de Douatou, ça ne s'est pas fait ici. On n'a pas laissé les souffles, les quelques sons qu'on a ici. Non. Non, on a fait ça comme... Je dirais, il y a de ça. On ne peut pas tout justifier, il y a de ça. Et puis, il y a le temps qu'on passe aussi, en termes de promo, comme je disais tout à l'heure. Donc, si ça m'amène sur 3 mois, 4 mois, aller faire des tournées après, il n'y a pas assez de temps pour la promo ici, mais c'est dans l'évolution normale de la carrière d'un artiste. On ne peut la vie ici comme on se donne des objectifs pour faire des passages, et puis quoi qu'on dise, je reviens toujours ici, j'ai le plaisir de jouer pour mon peuple, mais dans de bonnes conditions. Alors, jouer dans les bonnes conditions. Prenons Foulou et le clip qui a été réalisé. Oui. Quand on regarde le clip, ça a dû quand même vous coûter la quinine sans doute. Oh, Flou, le titre même ça va, mais ce qui a plus... ce qui nous a coûté un peu, c'est le clip avec Magic System dans l'album. Mais ça c'était au Burkina, on revient là-dessus. Oui. Mais Foulou, l'album Foulou. Oui. Est-ce que vous l'avez vraiment chanté pour le Burkina Faso, de façon sincère? Paradoxalement, ma maîtrise de la langue kassena, c'est vraiment l'approprié a commencé à partir de Vessaba et la collaboration avec Réellement, qui m'a fait comprendre que chaque syllabe, il faut faire claquer chaque syllabe. Donc, avant, moi, je travaillais ma diction sur le français, la technique pour travailler la diction. Ensuite, j'ai appliqué la même technique en kassena, qui est ma langue maternelle. Donc, Vessaba Foulou, c'est une continuité. Oui. Okay. Peut-être que le public ne le sent pas comme ça, mais j'avoue, il faut les faire écouter. Parce que nous, on a des chansons comme... quand je vais à Pau, des chansons qu'on n'a jamais clippées comme Dim, que les gens écoutent. Moi, j'étais étonné. Les gens jouent ils ont la chanson sur leur portable, qui n'a jamais été clippée. L'une des chansons les plus difficiles en termes de musique, mais ils adorent ça au village. Donc moi, je crois que peut-être c'est la promo, mais je ne crois pas qu'il y ait une musique qui est faite pour l'Europe et une musique qui est faite pour l'Afrique. Parce que c'est l'erreur que les gens font de croire qu'en Afrique, on n'a que des gens qui aiment danser ou des gens qui aiment que les tam-tams. Non. Et puis, en Afrique, il ne faut pas oublier qu'on a les musiques d'enterrement. On a du blues, on a du jazz, on a même des musiques classiques. On a des ensembles qui jouent de la musique que peut-être les grands publics n'écoutent pas. Mais on a ça dans la musique africaine. Donc, peut-être que c'est l'orientation
de faire un peu plus de la musique d'écoute à partir de Vessaba, qui fait peut-être qu'on a l'impression que j'ai abandonné le public. Alors, les collaborations après Raël, il y a eu Magic System. Oui. Alors, on s'attendait à ce que ce clip-là fasse un tabac. Oui. Résultat, ça n'a pas beaucoup prospéré. Vous dites que ça vous a coûté plus cher, n'est-ce pas? En termes de logistique et tout. Mais c'était une coproduction. Est-ce que vous avez payé Magic System pour venir faire la collaboration avec vous? Ah non. Non, pas du tout. Et comment les liens ont été établis? On collaborait ensemble depuis plusieurs années et que ça a été facilité par mon parrain, je ne vais pas le cacher, qui nous aimait tous les deux et qui a soufflé comme bon, c'était peut-être mieux qu'on fasse un truc. Donc on a décidé de le faire. Franchement, de ce côté, moi je vais me remercier Magic System parce que à Salfo, il n'a pris aucun rond. Ouais, il m'a dit non, je le fais. Pour toi, c'est à nous, je le fais. Voilà. Donc ça, je ne peux pas dire que non. C'est pas lui qui... Mais les conditions pour tourner les costumes, les tournages et tout ça. Et puis comme c'était bon, on a voyagé avec une équipe conséquente, on a refait des peintures murales à l'intérieur de la cour pour exactement ce clip. On a engagé des femmes au niveau des Tchébélés, au niveau de la cour réelle. On a engagé des femmes qui ont travaillé une semaine pour refaire ça. Et donc, ça a bien profité à la localité. Et pourquoi avoir repris la chanson à nous alors qu'on aurait pu se dire vous avez dû créer une nouvelle chanson? Oui, ça c'était quelque chose de sentimental, je crois, pour Salfo et pour moi. Vous n'avez pas choisi la facilité, certainement. Oui, c'est quelque chose de plus sentimental qui nous a amené à faire cette chanson. Et voilà. Est-ce que la promo n'a pas péché un peu? Parce qu'on n'a pas vu le groupe Magic System donner autant d'aura autour de ce clip-là. Est-ce que vous en avez discuté en amont avant le tournage? Bon, moi, non, on n'en a pas discuté. Mais en fait, le titre, c'est Bilaka Kora Fit Magic System. Donc, et puis, vous savez que des équipes comme les Magic System, ils ont leur directeur de communication, ils ont toute une équipe qui entoure, donc je ne saurais pas dire pourquoi. On s'attendait à ce que vous partagiez des scènes après un tel clip. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On n'avait pas fait pour partager les scènes. On avait fait juste une collaboration sur un clip. Ouais. Bilaka Kora, je veux qu'on ouvre un autre chapitre de votre carrière musicale. Oui. Vous êtes l'artiste qui ne joue jamais pratiquement en playback. Pourquoi cette option quand on sait que le live coûte cher au Burkina Faso? Jouer en playback, c'est mentir. C'est mentir. Oui, jouer en playback, c'est mentir au public. Vous voulez dire que tous ces jeunes qui tiennent le micro faisant semblant dans les concerts, ils sont en train de mentir à leur public? Non seulement c'est se mentir à soi-même, mais c'est se mentir aussi au public. Parce qu'on appelle ça la musique live. Le playback, il a été inventé pour la télé. C'est au début parce que les productions, le matériel qu'on avait dans le temps, on ne pouvait pas sonoriser tout un orchestre au niveau d'un studio de télé. Mais ça, il y a longtemps. Après, cette technique-là a été... Les gens peuvent maintenant, avec la technologie, on peut tout faire. Et je peux comprendre encore qu'on fasse playback pour une émission télé parce que techniquement, il n'y a pas... Mais aller faire payer des gens pour venir voir un artiste et arriver voir l'artiste en train de faire semblant de chanter, donc c'est se mentir. Et puis la deuxième option, c'est le travail de l'artiste. Parce que la répétition, elle est différente de quand on est en prestation. Et on est enfermé avec ces musiciens, on joue. C'est différent de quand on monte sur scène. À chaque fois, il y a le stress qui bouffe 50% de ton énergie. Et il faut travailler ça pour que demain, quand on aura des grosses scènes, on puisse s'exprimer. Donc à chaque fois qu'on fait du live, on joue en live, on apprend, on évolue. Sans compter qu'il y a des musiciens qui ont participé à la réalisation de l'œuvre, qui ont joué en studio. Le batteur, les bassistes, les choristes. Mais si on ne joue pas en live, eux, ils vivent de quoi après? Quand on finit l'album et qu'on va tout seul, là, tout seul, ou engager des danseuses pour venir sur scène et puis jouer, ceux qui ont joué derrière, ils vivent de quoi après? Comment on fait la promo de nos instrumentistes? Voilà. Est-ce que le fait d'exiger le live à tout moment ne vous a pas fermé des portes pour certains concerts au Burkina Faso? Je dirais qu'il y a la façon à chaque fois de le présenter. Quand on me dit, je ne dis pas non. Quand je dis je ne joue pas en live, c'est pour les professionnels, je dis ça. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des organisateurs de spectacles qui ont besoin de l'artiste et qui ne connaissent pas forcément. Donc, seulement, j'ai dit, OK, est-ce que je peux venir avec ma guitare branchée
On dit oui. Après, pour certains, une fois, je fais avec ma guitare, ça passe, mais il faut se dire que c'est des risques qu'on prend au début. Au début, quand je joue à la guitare, que je chante devant tout le monde, bah, c'est pas qu'on applaudit tout de suite. J'ai appris, ça a duré 6 mois, il m'a fallu 5-6 scènes avant de pouvoir le faire très bien, de travailler, et que plus tard, j'ai dit, ok, est-ce qu'on peut, je parlais comme ça à Papus, je dis, Papus, on peut ajouter le bassiste? Il dit, oui, on va voir, on met le bassiste, on branche le bassiste. Ah, est-ce qu'on peut mettre les percus? Oui. Donc, on arrivait tout de suite à jouer seul avec la guitare, ça devient acoustique. Et qu'il n'y a pas besoin. Donc, en fait, le live, pour vous, c'est non seulement utile pour l'artiste, mais également pour son entourage, que tout le monde puisse gagner et vivre de sa passion musicale, oui, en fait. Oui. Mais c'est quoi le cachet de Bila Kakura aujourd'hui? Parce qu'on voit que vous ne jouez pas partout comme tout le monde. Moi, je vous avoue que dans ma priorité, ce n'est pas les cachets. Mais au moins, vous avez des cachets. Oui, mais ma priorité au Burkina, ici, ce n'est pas les cachets. C'est la scène, c'est la technique qu'il faut. Donc, vous ne jouez pas gratuitement non plus? Non, je ne joue pas gratuitement. Mais il faut au moins payer combien Bila Kakura pour qu'il vienne prester? Quand quelqu'un veut que Bill joue à un festival? En toute honnêteté, oui. Moi, c'est aborder comment l'événement est présenté et l'utilité de l'événement. Par exemple, quelqu'un qui fait un festival qui rentre dans mes cordes, qui va parler, intégrer la musique traditionnelle, la musique moderne, si la personne a la sono qu'il faut, moi, je vais jouer. Même si la personne vous donne 200 ou 300 000? Oui, je vais jouer. Je vais trouver le moyen de jouer. Oui, mais nous avons reçu d'autres artistes qui nous ont dit sur ce même plateau, je ne joue pas en dessous de 1 million ou 2 millions, c'est clair, c'est connu. Mais vous évitez la question. Mais il faut non, je n'évite pas la question. Hein. Oui. Moi, je n'évite pas. Moi, c'est le premier à placer les cachets très haut ici. Et mes musiciens, je suis l'artiste que j'ai été, l'artiste où je suis l'artiste qui paye encore plus cher ses musiciens. Vous les payez à combien aujourd'hui, Bill? Je pas fait. Il faut se dire. C'est comme si on vous demande comment payer le caméraman, le truc. Non, c'est à l'heure. Tu peux. Ça, c'est comme. Oui, mais pour que tout ce monde puisse émarger correctement avec vous là, quelqu'un qui regarde l'émission et dit Bill, je veux qu'il joue pour moi. La personne va se poser des questions. Il y a eu plusieurs personnes qu'on m'a appelé. Moi, la première chose que je discute avec quelqu'un qui m'appelle, qui me veut en concert, la technique. C'est pour quel événement, le but de l'événement. Ensuite, quand tu commences à aborder la question de l'argent, tu appelles mon administrateur. C'est l'administrateur qui parle caché, qui sait combien il faut payer. Nous, on a arrêté. C'est l'administrateur qui discute de l'argent. Moi, parce que j'aime pas discuter argent avec les gens qui me demandent un concert. Parce que tout le mythe de l'artiste tombe. Une fois que tu finis de jouer, quand on t'appelle de côté, on te remet les billets dans la main, le mythe est fini. Dès le début, il faut quand même laisser ce côté à l'administrateur. Oui. N'empêche que vous avez une idée de ce que l'administration va discuter avec le monsieur en question. Bien sûr, parce que c'est un business. Quoi qu'on veuille, c'est un business. Oui, ce business-là, vous le placez à quel niveau pour un spectacle aujourd'hui? Non, moi, je ne peux pas dire me cacher parce que c'est évolutif. Il faut que... C'est comme je dis... Le tarif le plus bas pour vous, c'est combien? Ça peut être même 100 francs. Moi, je peux jouer pour rien. Il y a eu des moments où je suis allé jouer sur des scènes. À la fin, on me dit il faut prendre pour l'essence. Je dis merci. Parce que le but, l'essentiel, c'est que si c'est bien fait, s'il y a la promo derrière, parce que c'est pas les sommes ne sont rien par rapport à tout ce qui entoure un concert. Un vrai concert où il y a la promo, où tu es joué dans toutes les radios, où tu as des affiches dans toute la ville, après le cachet, tu peux l'imaginer. Mais si tu conduis sur le cachet, on peut te payer 10 millions et puis tu vas sur une scène où personne ne va se rappeler de toi demain. Est-ce que Bila Kakura est un artiste épanoui aujourd'hui? Oui. Vous vivez de votre musique sans problème? Oui. Ah, ben, c'est comme la vie de tout chacun. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais globalement, ça va. Moi, j'ai toujours dit, je regarde d'où je viens. Je regarde là où je suis aujourd'hui. Je dis Dieu merci. À ces jeunes qui regardent l'émission et qui veulent embrasser une carrière dans la musique, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Premier des conseils, c'est la passion. La passion, l'énergie qu'on met dans le travail, et puis surtout l'humilité. Mais comme disait un ami, moi je ne peux pas conseiller à quelqu'un de donner, il n'y a pas de recette magique. C'est comme réellement il disait, on ne donne pas à un pauvre. On donne à quelqu'un qui est riche de quelque chose. Donc c'est ça. Il faut qu'ils aient quelque chose. Pour avoir quelque chose, c'est la passion, c'est le travail,
c'est une vision, ce qu'ils veulent faire. Est-ce que quand les jeunes viennent vers vous, ils acceptent à prendre dans l'humilité vraiment? Il y en a qui ont pris dans l'unité, il y a d'autres non. Il y en a qui ont fait juste 2 semaines chez moi et puis écrit sous le toit, je travaille avec Bill ou qui... Il y en a qui ont travaillé des années avec moi sur la technique du chant, même sur la direction musicale. Oui, et qui le reconnaissent et qui, oui. Quel est le plus grand défaut que vous trouvez en ces jeunes aujourd'hui qui veulent embrasser une carrière musicale? La plupart du temps. Moi, je crois que c'est comme dans tous les domaines. Le temps, la notion de temps. La notion de la consommation rapide. Puisque les gens, voyez les contenus. La durée de contenu, c'est maintenant 30 secondes, 1 minute. Si on en fait plus, personne ne s'y intéresse presque. Donc, c'est ça aussi. C'est presque à l'image de notre temps. Est-ce que vous êtes contre le fait que la plupart de ces jeunes artistes la font des maxi, 2, 3 albums, pourvu que ça se vende bien, que je puisse faire des spectacles? Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre plus de sérieux dans la production musicale au Burkina? Moi, je crois qu'il faut séparer le showbiz de l'art. Parce qu'il y a ces 2 choses qui sont complètement différent. Parce que quand on vient dans la musique et qu'on se dit on va se vendre, même quand on fait un album moyen, on fait tous les moyens pour devenir quelqu'un. Et ça, je peux pas critiquer les gens comme des gens pour ça. Ils se battent bien, ils font des œuvres. Mais pour durer dans le temps et pour être un artiste, il faut répéter, il faut apprendre ce que c'est que la musique. Parce que, malheureusement, au Burkina, c'est ça il n'y a pas de visibilité sur les vrais créateurs en termes de musique. Dans tous les pays, ça existe. Il y a ceux qui passent à la télé tout le temps. Il y a ceux qu'on ne voit jamais à la télé, mais qui sont des grands musiciens, qui font des musiques de films, mais qui font des grandes scènes, des grands guitaristes. Donc, au Burkina, on en a. On a beaucoup de jeunes musiciens qui nous représentent beaucoup à l'international, sur des plateaux à l'international, on les voit souvent. Des instrumentistes burkinabés, ceux qui sont dans la musique traditionnelle, des grands travailleurs. Des gens qui passent 5 heures, 4 heures de temps sur leur instrument par jour pendant des années, pendant 10-15 ans avant de pouvoir sortir quelque chose. Donc, c'est ça, je dirais, de remettre des fois, faire la différence entre le showbiz pur et dur et entre le travail artistique. Bilaka Koura, merci beaucoup. Je pense que merci d'avoir partagé votre expérience, même si sur les montants, vous êtes resté assez évasif parce que vous ne voulez pas parler beaucoup de chiffres. Oui. Et merci d'avoir fait ce témoignage. Et puis, on vous souhaite encore une bonne suite de carrière. Et on se dit, 25 ans, c'est encore jeune. Vous avez peut-être encore 25 ans de plus à faire dans la musique, tout en formant les jeunes. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. C'est moi qui vous remercie. Merci à toute l'équipe de Burkina Info. Merci pour le travail que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Aux téléspectateurs de la télévision Burkina Info, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Ainsi prend fin ce rendez-vous. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.